Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale. Les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télés locales de France et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale. Dans un instant, c'est le JT des territoires, puis la météo, puis à 8h, c'est l'invité politique. Ce matin, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui sera en direct sur ce plateau. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un instant. On démarre ce journal avec l'Île-de-France qui s'attaque aux marchands de sommeil. Des élus d'Île-de-France mobilisés contre le logement indigne. 180 000 logements sont concernés dans la région et le phénomène s'étend de la Grande à la Petite Couronne. Maires et conseillers régionaux tirent la sonnette d'alarme. Un reportage d'Olivier Zanetta pour Via Grand Paris. À Bezons, dans le Val d'Oise, le maire a dénoncé très tôt les marchands de sommeil. Dès 2012, il n'hésitait pas à les montrer du doigt, manifestant avec les habitants et placardant devant leurs biens des panneaux dénonçant leurs agissements. Ces maires d'Île-de-France ont également décidé de se lever contre les marchands de sommeil. Ils dénoncent une exploitation de la misère humaine. C'est surtout les conditions de vie avec des pathologies en termes de santé particulièrement graves, avec, je dirais, pour les enfants, impossibilité quasiment de faire les devoirs, de travailler, de se reposer, etc. Donc on voit ensuite dans les écoles les résultats de cela. Enfin, c'est un vrai fléau. Le logement indigne représente actuellement 5% des résidences principales privées en Île-de-France, soit 180 000 logements et de plus en plus souvent des pavillons. En Seine-Saint-Denis, une maison sur 100 a fait l'objet d'une division entre 2003 et 2013. Dans certaines communes, la division pavillonnaire peut représenter jusqu'à 40% de l'offre. Le phénomène, longtemps limité aux départements proches de Paris, s'étend. Le maire de Grigny en Grande Couronne est confronté à des marchands de sommeil qui louent plusieurs chambres d'un même logement. Ils portent systématiquement l'affaire devant les tribunaux. Les marchands de sommeil aujourd'hui interviennent de la manière suivante. Ils achètent 1, 2, voire plus de logements, et ils louent à la découpe les chambres. C'est-à-dire qu'un 93 mètres carrés, qui vient d'être jugé par la Cour d'appel de Paris, le marchand de sommeil vient de se faire lourdement condamner. 13 personnes vivaient dans 93 mètres carrés. Ces maires d'Île-de-France ont reçu le soutien de la région Île-de-France, qui va débloquer 20 millions d'euros pour acheter des pavillons livrés aux marchands de sommeil. La région, par le biais de l'établissement public foncier d'Île-de-France, va racheter ces biens lorsque les maires se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que ceux qui sont logés, les victimes, se retrouvent à la rue. Il faut en revanche que les marchands de sommeil, eux, soient sanctionnés très durement avec des amendes financières, avec inscription au casier judiciaire. Et pour que la justice dispose de moyens de sanctions appropriés, ces élus demandent que soit intégré dans le prochain projet de loi sur le logement un dispositif législatif pour lutter contre les marchands de sommeil, notamment dans les zones pavillonnaires. Direction le Rhône dans ce journal télévisé des territoires maintenant à la rencontre de Gilbert Luc Devinaz. Le sénateur socialiste a été en première ligne lors de la fusion de la communauté urbaine et du département qui a donné naissance à la métropole du Grand Lyon. C'est une machine administrative inédite en France, dotée de doubles compétences. Un reportage de Quentin Calmet pour Public Sénat. C'est une collectivité unique en son genre en France et dans quelques semaines, elle fêtera son 3e anniversaire. Depuis 2015, le Grand Lyon rassemble la communauté urbaine de Lyon et le Conseil général du Rhône sur 59 communes. Une nouvelle entité devenue un modèle à suivre selon certains. Parmi les conseillers métropolitains, plusieurs sénateurs. Gilbert Luc Devinaz a été plus de 30 ans élu municipal à Villeurbanne. Il est devenu sénateur il y a quelques mois lorsque Gérard Collomb est entré au gouvernement. Favorable à cette métropole, il la surveille pourtant de très près.
Ça va dans le bon sens pour répondre à l'attente de nos concitoyens. Et je reste vigilant par rapport à une logique de pouvoir qui, à mon sens, doit rester entre les mains des représentants du peuple, c'est-à-dire des élus. Car certains maires du département ont le sentiment de ne pas profiter entièrement de la métropole. Gilbert-Luc Davinaz est à la fois élu sur les deux collectivités, entre le département du Nouveau-Rhône et de la métropole de Lyon. Ce jour-là, il a rendez-vous à Communet, à une quinzaine de kilomètres au sud de Lyon. Voilà, donc on voit effectivement les 10 heures. La prochaine navette pour Communet, c'est 12h17. Donc ça veut dire que c'est assez compliqué quand même de pouvoir utiliser une navette de façon répétée. Donc en fait, c'est souvent la voiture qui est utilisée, sauf le matin ou le soir, pour aller prendre le train à la gare de Cérézin. Le développement de Lyon a transformé ce village minier et agricole. Désormais, sans appartenir à la métropole, il s'intègre dans le tissu périurbain de Lyon, mais Communet est mal relié à l'agglomération. Mais aujourd'hui, on n'a pas de navette entre la gare, ou très peu de navettes entre la gare et les autres communes de la communauté de communes, qui pourraient grandement améliorer les choses. C'est vrai qu'on a très peu de réflexion avec la métropole sur l'avenir de nos territoires au niveau, je dirais, au niveau politique. Les problèmes que l'on voit aujourd'hui, c'est pas les problèmes à l'intérieur, je dirais, même de la métropole, c'est les relations entre cette métropole et les communautés de communes qui l'abordent. Et où on s'aperçoit que les communautés de communes qui l'abordent, elles ont des gens qui y vivent, mais dont la plupart de la population travaille sur les métropoles. Et donc ça, c'est quelque part, dans notre organisation politico-administrative, pas encore bien traité. Si certaines communes veulent être mieux reliées à la métropole, certaines n'en veulent pas du tout. À Jons, le maire refuse toute idée d'intégration dans les prochaines années. Moi, je suis vice-président de la communauté de communes, donc j'ai un lien direct avec ce qui se décide sur la communauté. Le jour où je serai dans le Grand Lyon, je serai dans une grosse machine politique et donc je ne représenterai plus rien. Cette expression, il faut aussi la prendre en compte. C'est pas en ne l'écoutant pas ou en disant qu'elle n'existe pas que l'on va pouvoir construire ensemble. Une métropole de Lyon perfectible donc, selon le sénateur, qui entend porter la voix de tous les maires du département dans ce débat. C'était tellement sympathique. Le handball féminin français a soulevé dimanche son deuxième trophée mondial de l'histoire. Les champions ont d'ailleurs été reçus hier à l'Elysée par le chef de l'État et son épouse. Parmi l'effectif tricolore, 10 joueuses ont évolué au sein du Metz Handball. 6 joueuses y évoluent encore. Alors forcément, au siège du champion de France, en titre, on savoure très particulièrement la victoire. Kim Hammerschmidt pour Mirabel TV. Longtemps, les Français se souviendront de cette Marseillaise entonnée en bourg devant 11 000 spectateurs et plus de 4 millions de Français rivés derrière leur petit écran. Face aux favorites norvégiennes, les Bleus ont imposé leur style et leur jeu. En Lorraine, cette victoire avait une saveur évidemment particulière. Parmi les 16 joueuses sacrées, 10 sont déjà passées par les bancs de Metz Handball. Juste encore sur la soirée, on fait un carton d'invitation, on fait quelque chose, on rédige un truc. Alors forcément, ce matin, dans les locaux du champion de France en titre, la joie se lisait sur tous les visages. Metz est champion du monde aussi. Alors on va dire que c'est un peu chauvin ce que je dis, mais c'est la vérité. À un moment donné, il faut être réaliste. Pour moi, elles ont vraiment une grosse part de responsabilité dans ce titre. Vraiment, elles ont toutes été performantes. Et quand on voyait les statistiques match après match, on sentait que les Messines avaient pesé justement sur le score final et sur les rencontres. Je suis contente qu'elles aient pu montrer à l'échelle internationale tout l'étendue de leur savoir et de leur qualité. J'espère que ça a vraiment donné toutes les lettres de noblesse que mérite le handball féminin. Graza Hadi, Béatrice Edwige, Loris Alandre, Manon Houette, Laura Flip et la petite dernière Orlane Canor, arrière gauche de 20 ans dont la première sélection tricolore laisse présager un avenir très prometteur au sein de l'élite du handball français. Il y a aussi les anciennes, Amandine Leno, Cléopâtre Darleux, Camille Aiglon, Alison Pinault, sans compter sur le sélectionneur des Bleus Olivier Krombolz. Avant de conduire l'équipe de France vers un second trophée, le technicien entraînait les filles de la SPTT Metz. Il leur a permis de remporter 6 fois le championnat de France début des années 90.
Metz confirme un peu plus son statut de mastodonte du handball français. Tout le monde va vouloir battre l'équipe aussi championne du monde, que ce soit en championnat de France, mais en Champions League, on ne va pas pouvoir créer la surprise maintenant. Les joueuses vont se dire en préparant les matchs, attention, il y a 6 championnes du monde dans cette équipe. Si vous rajoutez Anna Gross, qui a été parmi les meilleures arrières droites, les meilleures arrières de l'Euro, une des meilleures buteuses, et Xenia Smith, et puis notre gardienne Marina Rejcik, on a vraiment, après ce mondial, une place dans la hiérarchie avec Metz Handball qu'il va falloir respecter. Reste un autre rêve, celui de remporter l'Euro l'année prochaine en France. C'est la première fois que l'Hexagone organise une compétition européenne de handball féminin. Les Bleus s'offriraient un doublé mondial et européen. D'ici là, les Messines devront se concentrer sur 6 mois de compétition intense. Prochain match contre Nice en championnat, le 30 décembre. Et dans ce JT, on part en Occitanie. Un tout nouvel aquarium inauguré au Grau du Roi. Et au cœur de ce bassin flambant neuf trône un vieux scooter. C'est le concept original du Seaquarium pour sensibiliser ses visiteurs à la problématique de la pollution marine. Le Seaquarium et son institut marin se sont engagés au début d'année dans une action internationale de sensibilisation à la pollution marine qui passe aussi par le ramassage des déchets sur les plages. Laurie Chamerla pour Via Occitanie, Télésud. Coquillages et crustacés, ou devrait-on dire coquillages et déchets? Du poil de sirène, des bouchons. On a trouvé du plastique, on a trouvé des cordes. Enfin bref, tout ce que les autres jettent à la mer et que ça revient vers nous. Plusieurs kilos de déchets ont été ramassés lors d'une journée à l'initiative de l'Institut marin du Seaquarium. La prise de conscience aujourd'hui, elle est essentielle. Il faut vraiment que tout le monde agisse parce qu'on est tous concernés par cette question des déchets. Un déchet qu'on dépose même dans la montagne, sur les routes, n'importe où, il aboutit en mer. C'est le cycle de l'eau qui va le drainer. Donc tout ce qu'on va retrouver sur nos plages quand il y a des tempêtes, c'est finalement pas forcément que des gens de la mer. C'est aussi tous les gens de la terre. Début 2017, le Seaquarium et son institut marin se sont engagés dans une action européenne de sensibilisation à la pollution marine. C'est ainsi que dans l'espace tropical, à côté du bassin aux poissons aux 1001 couleurs, le nouvel aquarium fait contraste. Pneus, scooters et autres détritus jonchent le fond. Ce qu'on a voulu faire, c'est de montrer tout simplement aux visiteurs que oui, il y a des écosystèmes magnifiques, en bonne santé, très colorés, mais il y a aussi d'autres réalités comme la pollution en mer, qu'il y a aussi autre chose et pas que les beaux poissons qu'on peut montrer. Donc ici, les gens, ils vont venir par exemple pour voir nos requins et ils vont traverser l'aquarium et être intrigués par ce décor. Ils vont peut-être se demander qu'est-ce que fait ce décor ici et ça va peut-être amener à un questionnement sur la pollution en mer. Le bassin accueille un tout nouvel arrivant, un poulpe. Mais il faudra être patient pour trouver l'animal. Les déchets, produits en résine pour éviter la pollution de l'eau, lui offrent des caches idéales. On part pour les Vosges, un centre-ville transformé en ferme géante. La 3e édition de la Farmer City à Épinal a connu un vif succès en transformant le centre de la Cité des Images en ferme géante. L'association des commerçants a atteint son but, dynamiser le centre-ville et contribuer à l'animation en cette période des fêtes de Noël. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Un âne déambulant dans les rues, des champs repris en chœur, les commerces de centre-ville ouverts, la Farmer City était de retour pour une 3e édition. Veaux, vaches, cochons, lapins, toute la basse-cour et un peu plus. La Cité des Images s'est transformée en ferme géante pour le plus grand bonheur des visiteurs, venus souvent en famille. Oui, ils aiment ça. Voilà. Et puis au moins ça fait une petite sortie, ça change. Mathéo, qu'est-ce que tu as vu pour l'instant? Plein d'animaux. Lesquels? Des chèvres, des moutons, des veaux. Tu voudrais emmener des animaux chez toi? Oui. Lesquels? Non mais ne croyez pas, c'est les coqs. Est-ce que vous êtes prête à avoir un coq chez vous? Ah oui, on a déjà des poules et des coqs, donc c'est bon. Pas de coq, non, on n'a que des poules. Donc voilà, le coq, là, il me plaît bien, voilà. Bonjour, bonjour. La Farmer City, c'était aux 4 coins des rues des animations. On pouvait ainsi croiser un lutin, le Père Noël en personne, faire une promenade en calèche. Des ateliers ludiques permettaient également d'apprendre, par exemple, à faire de la farine. Parmi les exposants, des agriculteurs qui ont proposé leurs produits artisanaux. Les plus jeunes, après ou avant un saut dans la piscine en paille,
pouvaient devenir des paysans en herbe grâce aux animaux voyageurs, une ferme pédagogique. Partout où on me demande pour expliquer d'abord aux enfants ce que sont les animaux de la ferme. Et on explique les animaux qui ont des poils, des plumes, les différences. On explique aussi le nom des petits, le nom des mâles, des femelles. Le but de la Farmer City était atteint. C'est égayer le centre-ville, donner de la joie, voir les sourires des enfants, ce qui est un peu aussi le lancement de la période de fin d'année, des périodes de Noël, le début des achats et l'ouverture des commerces qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez faire vos achats jusqu'à 20h. Les animaux sont un thème fédérateur et la foule était au rendez-vous. Petits et grands ont redécouvert les joies de la campagne. La Farmer City avec en prime le village de la Saint-Nicolas à Épinal. Un bel avant-goût des fêtes réussi. Voilà, ce JT des territoires se poursuit. Dans un instant, c'est le club de la presse, puis la météo à 8h, et ensuite l'invité politique sur ce plateau, c'est Bruno Retailleau, aujourd'hui le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui sera notre invité. Tout de suite, c'est la une de vos journaux en province. On les regarde ensemble. On prolonge cette revue de l'actualité matinale avec les unes de la presse quotidienne régionale. On commence par Sud-Ouest, comme vous le voyez sur cet écran. Réfugiés, la France durcit le ton. C'est dans l'actualité de la PQR. Les titres importants ce matin concernant les demandes de l'État au préfet de multiplier les reconduites à la frontière. Les défenseurs des réfugiés sont en colère. Dans les grandes villes, les structures d'accueil sont débordées. On y reviendra dans un instant dans le club de la presse avec Guillaume Doyen et Jérôme Cordelier. Pour la dépêche, c'est comment accueillir les migrants. En Haute-Garonne, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudanque, avec des maires d'autres grandes villes, lance un appel au gouvernement pour améliorer les conditions d'accueil des migrants. Il parle d'extrême tension et les centres d'accueil seraient saturés. C'est à la une de la dépêche du midi, dirigée par José Biosca et Jean-Claude Souléry aujourd'hui. Pour Ouest France, le premier journal francophone du monde, c'est le rêve des migrants passe par Ouistreham, dans le Calvados, entre exaspération et bienveillance. Les habitants de cette station balnéaire ne veulent pas d'une nouvelle jungle après celle de Calais. C'est à la une de Ouest France. Le nucléaire, à la une de la Voie du Nord, la centrale de Gravelines, périmètre de sécurité élargi de 10 à 20 km de Dunkerque à Calais, à la une de la Voie du Nord. Et puis pour la Charente libre, dont la rédaction est dirigée par Jean-Pierre Barjou, c'est les régions. Le lissage des salaires plombe les budgets, spécialement dans cette région, l'ex-Poitou-Charentes. C'est la Nouvelle-Aquitaine, 17,9 millions d'euros par an. C'est le coût de l'harmonisation des salaires des agents des ex-Poitou-Charentes, justement, Aquitaine et Limousin, soit bien plus que ce qui avait été estimé auparavant. Ça fait évidemment la une de la Charente libre ce matin, vous l'imaginez. Pour l'Ardennais, c'est Charleville-Mézières. Tout roule pour PSA, la production et la compétitivité augmentent. Le marché auto progresse, tous les voyants sont au vert chez PSA. Pour une fois, une bonne nouvelle. Pour la Provence, c'est les élèves qui doivent travailler plus. Soutien scolaire, devoirs à la maison. Dès le primaire, les enfants sont soumis à la pression le soir, comme durant les vacances scolaires. Et les professionnels sont divisés. C'est à la une de la Provence, avec un point d'interrogation. Les élèves doivent-ils travailler plus? Pour le Télégramme de Brest, directeur de l'information Hubert Coudurier, attention, les géants du net ciblent vos enfants. Facebook et sa messagerie dédiée aux 6-12 ans, ou encore Google et ses ordinateurs qui équipent les écoles. Les très jeunes enfants vont être désormais la cible commerciale des géants d'Internet, ce qui suscite de plus en plus d'inquiétude des associations de protection de l'enfance. Il faut faire attention, les géants du net ciblent vos enfants, dans le Télégramme de Brest aujourd'hui. Pour Paris-Normandie et pour le Progrès de Fécamp, bonne nouvelle également, la fibre arrive en ville, 100 foyers déjà connectés au très haut débit à Fécamp. Et puis pour le journal du Centre, attention, un animal n'est pas une peluche. Si vous vous engagez à Noël à offrir un animal comme cadeau, vous devez penser que vous avez une énorme responsabilité morale. Ne l'oubliez pas, vous êtes tout pour cet être et il vous aime. C'est à la une du journal du Centre. Un animal n'est pas une peluche. Voilà, Club de la Presse ce matin avec Jérôme Cordelier, le rédacteur en chef des éditions locales du Point. Bonjour Jérôme, merci d'être là. Et Guillaume Doyen, qui dirige la Gazette des communes, des départements et des régions. Avec vous, messieurs, nous allons examiner ce matin la politique du gouvernement en matière d'immigration. La future loi immigration-asile que prépare le gouvernement devait être transmise la semaine dernière au Conseil d'État avant une présentation au Conseil des ministres en janvier.
et cela a pris un peu plus de retard car le texte est ultra sensible. Les principes avaient été initialement édictés par Emmanuel Macron à l'occasion de son discours d'Orléans, le fameux, le 28 juillet dernier. « Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des hommes et des femmes dans les rues et dans les bois ». Le chef de l'État avait aussi préconisé une vraie politique de reconduite aux frontières. Distinguer clairement demandeurs d'asile et migrants économiques, c'était humanisme et fermeté. Mais semble-t-il, Guillaume Doyen, la loi que prépare Gérard Collomb penche clairement du côté de la fermeté. C'est en tout cas la tonalité ce matin un peu partout. Oui, en effet, c'est ce qui est à peu près partout. Ce qui est intéressant dans ce dispositif-là, si vous voulez, c'est que finalement, ça donne l'impression qu'on a un cran plus à droite de ce gouvernement qui déjà affichait des positions économiques libérales, une politique droitière, et qu'on attendait peut-être plus sur en matière sociétale plus recentré. Eh bien non, il affiche là aussi un visage de fermeté, et je pense que ça n'est pas sans lien, si vous voulez, avec la stratégie actuelle des Républicains qui sont maintenant dirigés par Laurent Wauquiez. Ils ont, si vous voulez, sur leur droite une force qui tente de se recomposer, en tout cas avec un discours assez clair et qui est susceptible éventuellement de les gêner du point de vue électoral. En tout cas. Alors, Jérôme Cordelier, la politique d'immigration peut-elle contrarier le sans faute d'Emmanuel Macron cette année? Oui, parce qu'avant une stratégie électoraliste, il y a quand même une réactivité par rapport à l'actualité et une gestion d'un problème qui va croissant, qui devient de plus en plus important. Et surtout, c'est parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce domaine. Donc, évidemment, il va y avoir des tensions au sein de la majorité qui ont commencé avec En Marche, puisqu'il y a d'un côté les partisans de la fermeté ou du pragmatisme, on peut dire, et de l'autre le volet, l'aile humaniste d'En Marche. Bon, il faut rappeler quand même que Gérard Collomb vient d'une tradition humaniste de la gauche socialiste et surtout de l'humanisme lyonnais qui est profondément ancré. Donc c'est quelque chose qu'il a en lui, c'est pas le... On peut dire que maintenant qu'il est aux responsabilités, une fermeté s'impose parce qu'une réalité s'impose. Une réalité s'impose et surtout, on l'a bien vu dans le sujet que vous avez passé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de centres qui croulent sous les demandes. Gérard Collomb l'a dit hier, je crois, il y a même des gens qui sont en stand-by depuis des années. 91 000 étrangers en situation irrégulière interpellés en 2016. Voilà, ça c'est une hausse des demandeurs d'asile, une hausse des visas humanitaires et puis surtout une hausse de la population qui sont dans des centres d'hébergement. Vous savez, le problème, c'est la chaîne, c'est le problème de la gestion entre l'urgence et l'intégration. Il y a des centres d'urgence qui accueillent des gens maintenant qui restent, qui se cantonnent dans ces centres d'urgence, et on ne passe pas au cran après, qui est l'intégration. L'intégration se fait très bien, par exemple, se fait mieux en tout cas dans des villes moyennes, on peut dire à dose homéopathique. Il y a beaucoup d'associations qui font ça d'ailleurs, en intégrant les gens à dose homéopathique dans un environnement. Alors Jacques Toubon, le défenseur des droits, dénonce une politique migratoire en défaut avec les droits fondamentaux. Des mots très durs, Guillaume Doyen. Des mots très durs, oui, mais moi je pense profondément que le type de décision, la loi qui sera prise, les décisions qui seront prises, sont bel et bien d'ordre politique, idéologique, si vous voulez. On s'attendait à ça de la part de Jacques Toubon. Alors Jacques Toubon, il a déjà tenu des propos très durs sur la façon dont les gens vivaient dans la jungle. Il s'en est scandalisé à juste titre, notamment. Il a dénoncé des conditions indignes visant notamment des femmes, des enfants. Alors, il avait tenu il y a quelques mois déjà vraiment, il avait tiré la sonnette d'alarme, et il a dit autre chose également. Il a dit accorder le droit d'asile ne crée absolument aucun effet, aucun appel d'air, si vous voulez. Donc il est depuis quelques mois, depuis qu'il est en poste, il tient ce type. Alors il faut juste discours. dans un petit point de contexte, juste Jacques Toubon, il réagit, il a été saisi par des associations, des grandes associations que sont la CIMAD, Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre, pour réagir particulièrement sur la circulaire du 12 décembre émanant de Gérard Collomb, qui a un petit peu mis le feu aux poudres, si on peut dire, parce que qui préconise l'envoi d'équipes mobiles pour trier, entre guillemets, sélectionner
les gens entre les demandeurs d'asile, les gens qui sont réfugiés, les gens. Vous savez, il y a différents statuts évidemment dans les migrants. Et donc c'est ça qui a un petit peu heurté les défenseurs des migrants et surtout ces associations qui ont à gérer ce flux de population. L'idée, c'est qu'il faut expulser davantage et mieux en même temps, j'allais dire. Alors c'est en tout cas l'idée défendue qu'on a entendue ces derniers jours. C'est les demandeurs d'asile à caractère politique seront traités avec un peu plus, disons, de discernement. Ceux à caractère économique, les réfugiés à caractère économique seront... On a les moyens techniques de ça, selon vous? Mais il n'y a pas de moyens techniques, il y a la volonté de faire ou de ne pas faire, en l'occurrence. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit une affaire de technique, c'est une affaire de politique et d'idéologie et de ce que vous renvoyez aux Français. Moi, je ne suis pas d'accord avec le côté idéologique. C'est pas de l'idéologie. Ici, la décision d'accueillir ou de ne pas... Non, mais c'est de la gestion de la chose publique. C'est pas de la gestion de la chose publique. La décision d'accueillir ou de ne pas accueillir des gens, d'accorder un statut de réfugié... Vous êtes trop manichéen, mon cher Guillaume. C'est pas accueillir ou ne pas accueillir. C'est gérer un flux de population qui viennent... Bien sûr que oui. Gérer un flux de population, ça c'est de la technique, mais prendre les décisions générales, ça c'est de la politique, évidemment. Idéologique. Alors, la politique, mais c'est pas idéologique. C'est absolument Gérard idéologique. Collomb fait pas une prise de position idéologique. Pour revenir à la technique, revenir à ma question, Guillaume Doyen, sur la police de sécurité du quotidien, dont les missions de surveillance vont aboutir aussi, parfois, à trouver des migrants. Il y a une grande impatience des maires. C'est d'ailleurs un des sujets des articles de la Gazette cette semaine. Est-ce que là aussi, il va y avoir des moyens? Est-ce que la police municipale, par exemple, va aider à ça? Oui, si vous voulez. On reparle aujourd'hui, alors on l'a appelé police de sécurité du quotidien, mais ça ressemble assez curieusement, rappelez-vous, de la police de proximité de la fin des années 90, du début des années 2000. La différence, c'est qu'entre-temps, on a recruté beaucoup de policiers municipaux. Et d'ailleurs, depuis les attentats... proche du terrain. Proche du terrain, et puis l'État, qui a moins de moyens, demande aux collectivités de recruter des policiers municipaux et même alloue des armes aux polices municipales. Donc ce qui va se passer, c'est probablement un travail plus coordonné avec ces polices municipales. Il y a une quarantaine de villes qui voudraient avoir la police de sécurité du quotidien chez elles. Il y en aura une quinzaine qui seront sélectionnées, on le saura dans les prochains jours, et on verra comment le dispositif fonctionne. C'est un dispositif qui a l'essai là pendant quelques mois. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que les autorités locales seront vachement impliquées dedans. Et c'est dans la Gazette aujourd'hui, police de sécurité du quotidien, l'impatience et l'inquiétude des maires. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure, messieurs, pour le débrief de notre invité politique de 8h, qui est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Tout de suite, c'est la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. A tout de suite avec Bruno Retailleau en direct sur ce plateau. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.